Les origines du mouvement communiste remontent au mouvement du 4 mai. Je sais, j'en ai parlé la semaine dernière, mais ça vaut la peine quand même de faire un petit retour là-dessus pour expliquer les choix qu'ont fait les communistes, qui ont été un peu différents peut-être que d'autres intellectuels, d'autres radicaux mobilisés dans le cadre du mouvement. Comme on l'a vu, le mouvement du 4 mai était le fruit de la Première Guerre mondiale en Europe ou mondialement. Euh, on l'a vu que la Première Guerre mondiale a marqué un tournant dans l'histoire chinoise, comme dans l'histoire dans beaucoup de pays. En Chine, il y avait sans doute parmi beaucoup de Chinois une certaine colère contre l'Occident, avant la Première Guerre mondiale et après. Euh, Colère parce que l'Occident avait exploité la Chine, avait envahi la Chine, avait déplacé la Chine de sa position au centre du monde. Mais du même coup, il y avait aussi, avant la Première Guerre mondiale en Chine, un espoir que la Chine finirait par maîtriser les savoirs occidentaux pour avancer vers la modernité. En d'autres mots, qu'un Chinois soit chrétien ou autre, il y avait quand même l'idée qu'il y avait un Occident de quoi la Chine avait besoin et que la Chine, en tant qu'une civilisation assez talentueuse, allait finir par avoir, par posséder ces compétences-là pour pouvoir s'en sortir. Or, l'expérience de la Première Guerre mondiale, à la fois la guerre et la fin de la guerre, ça a convaincu les Chinois que leur espoir investi dans l'Occident était peut-être pas bien investi, que l'Occident pouvait décevoir aussi que inspirer. En partie, c'était la déception issue de la guerre en soi, la violence que l'Europe surtout s'est visitée sur elle-même, les générations de jeunes Allemands, Anglais, Français qui sont morts, mortes lors de cette guerre. Ça, c'était quelque chose d'effrayant, à la fois pour les Européens et pour les Chinois. Donc il y avait un doute semé dans la tête des Chinois qui n'avait pas été là avant. Le fait que les Occidentaux pouvaient se permettre d'aller jusqu'à ce point-là en se massacrant était quelque chose qu'ils ont vu les Chinois comme un argument pour repenser leur confiance dans l'Ouest. Aussi, la fin de la guerre et les magouilles associées à la fin de la guerre ont aussi beaucoup déçu les Chinois. Comme on l'a dit la semaine passée, au début, il y avait le discours du président Wilson concernant les causes de la guerre, que lui il avait identifié comme étant le manque de pouvoir d'autodétermination chez beaucoup de petits peuples qui jusqu'alors avaient été dominés par cet empire ou un autre empire. Il y avait sans doute raison. Et donc lui, il a réclamé un nouveau monde où tous les peuples auraient justement dorénavant le pouvoir d'autodétermination. Donc pour les Chinois, c'était fantastique parce que ça permettrait aux Chinois de mettre dehors les étrangers qui posent des problèmes chez eux, notamment les Japonais, les Allemands, les Anglais, etc. Or, à la fin du congrès de Versailles, il y avait des magouilles qui ont fait en sorte que les Japonais ont pas mal remplacé les, les Allemands en Chine. Et donc la Chine, une fois de plus, s'est vue déçue du comportement surtout des Européens, mais aussi de leurs diplomates qui ont joué ce jeu-là pour des raisons assez corrompues. Et donc, ça a fini dans des grosses manifestations à Beijing, à Shanghai, dans d'autres grandes villes de la Chine, où les étudiants sortent dans la rue pour manifester, montant sur la scène politique quasiment pour la première fois en histoire chinoise. C'est une grosse affaire qui, encore une fois, marque un point tournant où les Chinois décident à la fois que la culture chinoise est corrompue, il faut en finir avec, mais aussi qu'il y a des problèmes avec la culture occidentale.
Et donc, comme on l'a vu la semaine dernière, beaucoup d'intellectuels chinois ont décidé à ce moment-là qu'il fallait créer une nouvelle culture qui serait différente à la fois de la culture traditionnelle chinoise, mais peut-être aussi différente de l'Occident, même si ça c'était plus difficile. Donc on voit dans le que faire qu'il y avait un rejet iconoclaste de la culture chinoise traditionnelle, surtout une condamnation de la suppression des femmes, des jeunes, critique des hiérarchies confuciennes qui avaient structuré la vie chinoise depuis des lustres. Il y avait également un rejet de la politique au profit d'un investissement dans la littérature et la culture. Donc une décision d'en finir avec les activités politiques, parce que la politique était vue comme corrompue. Rappelons-le que la République ne fonctionnait déjà plus. Yuan Shikai, le premier président, avait tenté de se faire nommer empereur. Après sa mort, c'était la montée des seigneurs de la guerre. Donc la politique était sale, dangereuse, et l'élite, qui était dévouée à cette idée de créer une nouvelle culture, décide donc de ne plus jouer les jeux politiques, mais plutôt de s'investir davantage dans la créativité littéraire, artistique et autres. Et on a vu la semaine dernière certaines activités. Le baihua. Baihua, c'est l'emploi de la langue orale par écrit. Donc ils ont décidé de laisser tomber la langue classique, tant prisée par les intellectuels et lettrés traditionnels, pour le remplacer par quelque chose plus près de la langue parlée. L'idée étant de permettre à plus de monde de lire. La langue classique est très difficile, avec une langue plus près de l'oral, le processus d'apprentissage serait plus facile, et donc ça servirait à éduquer le peuple, mobiliser le peuple, etc. etc. La jeunesse, c'était un autre thème, l'idée étant que la Chine était vieille, et les vieux Chinois avaient fait leur temps. Donc il fallait que le flambeau passe aux jeunes. Et on a vu qu'une des revues principales avait le titre Xinxinnian, la jeunesse, et avec les mots en français aussi. Beaucoup de ces intellectuels se sont inspirés de la France. Et il y avait quand même, malgré la déception face à l'Occident, beaucoup d'enthousiasme pour la science et la démocratie, comme étant à la fois des valeurs, mais aussi des processus qui permettraient à la Chine de passer à autre chose. Or, il y a des problèmes avec l'approche culturelle, et c'est ces problèmes-là qui vont mener à la sortie du communisme. D'abord, si on écrit des contes, si on fait des portraits des paysans, faut dire que l'impact est minimal et ponctuel. Si l'impact qu'on vise est un impact qui va changer le pays, l'art peut faire ça, mais ça prend beaucoup de temps et c'est pas clair du tout le rapport entre les activités artistiques ou culturelles et l'avance du pays. Deuxièmement, les moyens n'étaient pas forcément à la hauteur des ambitions. C'est vachement difficile de construire une nouvelle culture. Même si on décide que tout ce qu'on a fait depuis des siècles vaut plus rien, ce n'est pas facile de se lever du lit le lendemain et savoir exactement quoi faire pour changer les façons de faire traditionnelles. Aussi, même si les intellectuels ont voulu prendre leur distance par rapport aux politiques, leur progrès était quand même souvent à la merci des instances politiques. C'est-à-dire que si jamais ils faisaient trop de bruit ou ils froissaient quelqu'un, les seigneurs de la guerre ou les autres joueurs politiques pouvaient quand même intervenir pour chasser les artistes de la sphère publique. Et donc, c'est un peu se raconter des histoires que d'imaginer qu'on peut en finir avec la vie politique. Il y avait également une perte graduelle de l'influence de l'élite intellectuelle sur le destin du pays. Ça, c'est important pour les Confuciens. Comme vous le savez, parce qu'on a beaucoup parlé de ça,
dans la première moitié du cours, les Confuciens, les lettrés confuciens se sont vus comme les servants, les serviteurs de l'État. Et donc, s'ils ont fait des études, c'était pour passer l'examen. S'ils ont passé l'examen, c'était pour servir au sein de l'État. Là, quand le groupe associé au mouvement du 4 mai, au mouvement pour une nouvelle culture, quand ce groupe-là décide d'en finir avec la politique, c'est clair qu'ils se divorcent également de leur pays et de leur rôle traditionnel. Et là encore, c'est une chose qui est facile à dire qu'on va faire cela, mais une fois faite, et une fois qu'on voit ce que ça donne, ça laisse quand même un arrière-goût un peu difficile à avaler. Donc, c'est dans ce contexte-ci que le marxisme en vient à intéresser et influencer une certaine partie de l'élite chinoise. Un aspect de cela, c'est que pour l'élite intellectuelle chinoise, le marxisme remplace ou peut remplacer le confucianisme comme une idéologie globale. On va voir que l'orientation du marxisme n'est pas du tout similaire à celle du confucianisme, mais les deux systèmes de pensée partagent quand même certaines caractéristiques structurelles et structurantes. Le marxisme, tout comme le confucianisme, peut être une idéologie qui est englobante, compréhensive, qui touche à la fois le comportement moral individuel, ça touche également au rapport entre citoyens et État, et ça touche à la formulation de la politique de l'État. Donc, comme le confucianisme a orienté les activités, les intérêts des lettres traditionnelles, à la fois sur le plan individuel et sur le plan professionnel, le marxisme peut faire ça aussi. C'est pas sûr que ça fait ça à chaque fois. Comme les jésuites, il y a des marxistes qui sont plus ou moins intéressés par le marxisme, il y en a qui sont complètement pragmatiques, voyant le marxisme uniquement comme un outil du pouvoir. Mais il y en a d'autres pour qui ça explique beaucoup de choses. Ça leur dit comment mener leur vie, en quoi investir sur le plan professionnel et en quoi ou comment s'y prendre face à l'État. Et il ne faut pas oublier dans ce contexte-ci que la Chine souffrait à ce moment-là une crise nationale et les réponses de la part de l'élite ont été des réponses nationalistes. Deuxièmement, le marxisme, surtout sous sa forme léniniste, réserve un rôle privilégié pour l'élite des membres du parti, tout comme le confucianisme avait réservé un rôle semblable aux lettrés. Donc, là où les artistes du mouvement du 4 mai se sont retrouvés dans leur coin un peu isolés à peindre les portraits des paysans, le marxisme leur redonne une plateforme, la possibilité d'un rôle important au sein du pays, au sein d'un mouvement mondial. Finalement, tel que compris par les intellectuels chinois, le marxisme, encore une fois sous sa forme léniniste, et j'en parlerai de ça sous peu, permettra à la Chine de reprendre sa position au centre du monde, en devenant le leader de la révolution mondiale. Et là aussi, c'est à la fois nationaliste et culturaliste. Donc, le marxisme est vu comme pouvant sauver la Chine de la crise qu'elle vivait à ce moment-là, mais aussi le marxisme permettrait à la Chine de redevenir le centre du monde. On verra comment sous peu. Quelques images de Marx. Le voilà comme jeune homme avec la belle barbe noire. Là, il est plus jeune, mais la belle barbe blanche. Quelques détails. Il est né en Allemagne en 1818. Il a fait son doctorat en philosophie en 1841. Déjà, comme étudiant, il y avait des opinions radicales qui l'ont écarté un peu du monde universitaire. Bon, il y avait un monde universitaire où il trouvait son compte. Il a fait partie de la génération qui a prévu ou qui a participé dans les événements qui aboutissent dans les révolutions de 1848.
En 1943, il se marie à Jenny von Westphalen, qui avait peu d'argent, qui a beaucoup aidé à Karl Marx, qui était sans le sou pour une bonne partie de sa vie. En 1943, il est exilé de l'Allemagne pour des raisons politiques. Et entre 1943 et 1945, il fait un séjour en France. Mais en 1945, il se fait bannir de la France. Entre 1945 et 1948, il fait un séjour en Bruxelles. En 1948, il publie le manifeste du Parti communiste, un document très important dans l'histoire du mouvement. En 1949, il se déplace jusqu'en Angleterre et débute la période la plus productive de sa vie intellectuelle. En 1967, il publie Das Kapital, son œuvre la plus complète et la plus complexe aussi. Il meurt en 1983. Pour ce qui est de la pensée de Karl Marx, il est d'abord et avant tout un matérialiste. Et ça veut dire qu'il explique le monde et le fonctionnement du monde à partir des choses matérielles et pas à partir de l'idéalisme. Par l'idéalisme, j'entends l'idée qu'il y a un esprit quelque part qui dirige le monde, qui décide l'évolution de l'histoire. Que cet esprit soit le Dieu chrétien ou un esprit égalien ou peu importe. Mais il y a plein de monde, même de nos jours, qui continuent à croire que les décisions sont prises par une force qui existe quelque part au-delà de nous, dans le cosmos. Marx a dit non. Marx a dit que l'existence détermine la conscience. C'est-à-dire que la vie que je vis dans la vie réelle, c'est celle qui détermine ma façon de penser. Donc c'est ni ma pensée à moi qui façonne mon existence, ni la pensée d'une force supérieure. Donc pour Marx, la réalité vécue par l'individu et par les classes sociales était le fait de son positionnement dans le cadre d'une modalité de production. La modalité de production, c'est une combinaison de deux choses. D'abord, il y a les moyens de production. Les moyens de production, ça c'est la technologie productive qui est propre à une période historique. Donc au tout début, lors du communisme primitif, quand tout le monde vivait dans les villages ou dans les champs peu développés, avec des outils très primitifs, les moyens de production étaient justement les mains, les peu d'outils qu'on avait. Plus tard, avec le développement de la technologie, après quelques siècles, bien sûr, on rentre dans la période moderne, où c'est les machines, les usines, le pouvoir de vapeur et autres qui sont des moyens de production. De nos jours, Internet et tout ce qui est réseaux sociaux, ça commence à changer pas mal les moyens de production. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les moyens de production, c'est le cadre technique qui détermine la productivité d'une période historique. Les relations de production, l'autre composante de la modalité de production, c'est qui appartient ou quoi appartient à qui. Donc c'était pas important au début de l'histoire parce que il y avait une pauvreté pas mal égalitaire. Mais plus tard, quand on rentre dans la période moderne, c'est très important si on est ouvrier ou si on est patron. Ça change énormément la donne. Et c'est toujours le cas de nos jours aussi. Donc ces deux choses ensemble déterminent la modalité de production sous laquelle on vit et qui façonne la vie, encore une fois, de l'individu et des classes. Et selon Marx, le tout se joue selon une lutte des classes. Et les classes sont déterminées, encore une fois, par des facteurs matériels associés à la modalité de production. Et c'est normal qu'un ouvrier va s'identifier avec un autre ouvrier dont les conditions matérielles sont semblables. De la même façon, les patrons vont se retrouver parmi eux, encore une fois, parce qu'ils partagent les mêmes intérêts matériels. Et donc les classes se battent au fil des siècles pour essayer d'avoir
le plus de pouvoir possible. Marx a vu l'histoire et l'avenir et a décrit la lutte des classes et son apothéose. Et si on lit dans les livres de Marx, on trouve sa discussion du communisme primitif, dont j'ai discuté sous peu, tout à l'heure. Il y avait après le communisme primitif, la société esclavagiste, largement façonnée par les guerres, les armées, les vainqueurs lors d'une guerre partiraient avec des esclaves qui travailleraient pour ceux qui avaient gagné. Après, on rentre dans la société féodale, dominée à la fois par l'Église, par les seigneurs, et où les serfs ont occupé la place des esclaves dans l'ordre antérieur. Finalement, il y a la société bourgeoise et capitaliste, pas besoin d'en dire beaucoup. Ça serait remplacé par la société socialiste, quand les ouvriers vont finir par s'organiser et se lever contre les capitalistes pour prendre l'État et imposer un ordre plus égalitaire. Et finalement, la société socialiste sera remplacée à la fin par le communisme. Quand le communisme va arriver, l'État sera plus nécessaire. Il n'y aura plus d'État. Là, sous l'ordre socialiste, les ouvriers ou leurs représentants dominent l'État au nom des ouvriers. Avec le communisme, plus d'État. Tout le monde vit tranquillement, travaillant selon ses besoins et ses intérêts, et consommant selon ses besoins. La critique du capitalisme de Karl Marx était à la fois complexe et simple. D'une part, il croyait que tout le profit, tous les bénéfices réalisés par les capitalistes étaient le fruit de l'exploitation des ouvriers. En d'autres mots, s'ils les payent très bas, c'était pour mettre la différence dans leur poche. En d'autres mots, il n'y a pas reconnu la productivité rajoutée par les machines dans ses calculs. Les économistes ne pensent plus comme Karl Marx de cette façon-là. Mais pour lui, c'est une façon de démontrer à quel point c'était injuste que les capitalistes exploitent les ouvriers. Et pour penser ainsi, il faut se remettre un peu à la place de Karl Marx et de son temps. Si vous avez lu par exemple les romans de Charles Dickens, on parle vraiment d'une époque où les capitalistes avaient du sang dans les dents, où les femmes et les enfants ont travaillé dans des conditions minables, déplorables, pendant des heures et des heures et des heures, sans protection. Et l'exploitation était vraiment terrible. Dans la période où Karl Marx a vécu, encore une fois, il n'y avait pas de protection. Et le capitaliste avait le droit de licencier les ouvriers sans soucier de leur bien-être. Et donc, il y a beaucoup porté l'accent sur l'exploitation des ouvriers. Pour ce qui est de l'ordre économique capitaliste, Marx parlait beaucoup de la compétition entre capitalistes, comme quoi ils étaient toujours à se battre entre eux pour dominer le marché, ce qui a fini dans des cycles de boom and bust. En d'autres mots, c'était une atmosphère de sauve qui peut, une compétition extrêmement rude, où il y avait parfois une compagnie qui réussit à soumettre les autres pour imposer un monopole, et pendant ce temps-là, il ferait beaucoup d'argent. Mais une autre compagnie finirait par se mettre en compétition avec la première, et ça diminuerait les prix pour faire un bust. Donc voilà les cycles de boom and bust. Et Marx avait pas mal raison là-dessus. Le capitalisme, pour tous ses bienfaits, ses capacités, a justement une tendance à boomer et buster comme cela. Un autre thème qui se trouve dans l'œuvre de Marx, c'est celui de l'aliénation et une certaine romance de l'individu autonome. Donc, ce que lui, il aurait voulu voir se réaliser, c'était un retour vers une situation artisanale, disons, où l'ouvrier était plus
en connexion avec son travail, où il voyait le produit de ses labeurs et il ne travaillait pas juste à la chaîne dans une usine au compte du capitaliste.